La Tunisie, un petit pays posé à l'extrémité nord de l'Afrique, face à la Méditerranée. Une terre de contraste où 12 millions d'habitants vivent entre les montagnes de l'Atlas, les plaines arides du centre et l'immensité du Sahara au sud. Mais est-ce que la Tunisie, c'est que ça? Ici, l'eau est rare, et pourtant les oasis continuent de nourrir des milliers de familles. Ici, des civilisations entières se sont succédées pour dompter ce territoire. Comment ce pays a-t-il transformé ses contraintes géographiques en atouts? Pourquoi la Tunisie a toujours été au cœur des échanges entre l'Europe et l'Afrique? Et comment ce petit État, coincé entre deux géants, essaye encore aujourd'hui d'écrire son propre destin? Préparez-vous, la Tunisie réserve bien plus de surprises qu'on ne l'imagine. La Tunisie est le plus petit pays du Maghreb, avec ses 163 610 km². Elle fait à peu près la taille de la Grèce et de la Belgique réunies. Le pays est encadré par deux géants, l'Algérie à l'ouest et la Libye à l'est. Et c'est tout. Ces deux-là sont les deux seuls pays limitrophes. On pourrait presque ajouter l'Italie, tellement les côtes sont proches. Dans le détroit de Sicile, elles ne sont séparées que de 150 km, et même seulement 70 km si on compte la petite île de Pantelleria, où j'avais d'ailleurs tourné une vidéo, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Le pays est organisé en 5 districts, qui regroupent 24 gouvernorats, l'équivalent de nos régions et départements. On compte environ 12,27 millions d'habitants, soit pratiquement l'équivalent de l'Île-de-France et ses 12,3 millions. Mais attention, cette population n'est pas répartie uniformément. La densité moyenne est de 78 habitants par km². Mais le nord est bien plus peuplé que le sud. C'est quand on regarde où vivent les Tunisiens qu'on comprend à quel point la géographie est importante. 70% des locaux vivent en ville. À titre de comparaison avec le reste du continent, on est à 55%. Donc il y a quand même beaucoup plus de monde qui vit en ville en Tunisie que dans le reste du continent africain de façon générale. Bien sûr, c'est au nord qu'il y a le plus de grandes villes. Et je vais commencer par la capitale que vous connaissez au moins de nom. Elle s'appelle Tunis. C'est la capitale économique, c'est la capitale aussi en nombre d'habitants, puisqu'il y a près de 700 000 personnes qui vivent à Tunis. Rendez-vous compte, c'est plus grand qu'une ville comme Lyon intramuros. La deuxième plus grande ville, c'est Sfax. C'est aussi le plus grand port du pays avec près de 300 000 habitants. Moi, actuellement, je suis à Tozeur. Tozeur, c'est une ville d'environ 40 000 habitants. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de vie derrière moi. Ça grouille de partout, il y a des marchés, il y a de l'ambiance, il y a de l'atmosphère. C'est vraiment très sympa, mais c'est beaucoup plus bas dans le pays. Et d'ailleurs, en parlant du sud du pays, ici, il y a eu un tournage d'un film légendaire dans une ville dont vous connaîtrez probablement le nom aussi. Cette ville, c'est Tatooine. Enfin, Tatooine, c'est pas vraiment une ville, c'est plus une planète. Ça doit vous parler si vous connaissez Star Wars, n'est-ce pas? Ouais, parce que ici, il y a plein de sets de tournage de Star Wars qui ont été créés et utilisés pour Star Wars, évidemment, en Tunisie. Et d'ailleurs, Tatooine, c'est lié à Tataouine. Tataouine étant une vraie ville en Tunisie de quelques dizaines de milliers d'habitants quand même. Donc Tatooine, il y a un petit lien. Bref, pour les fans de Star Wars, c'est juste incroyable. La Tunisie est assez plate, mais se divise en 3 grandes zones distinctes. Au nord, l'extrémité d'une chaîne de montagnes bien connue, l'Atlas. Le point culminant est le Djebel Chambi, à seulement 1544 mètres, un peu moins que le puy de Sancy dans le Massif central. Ces monts offrent une ressource précieuse pour le pays, les précipitations. Au centre, on trouve les steppes et les plaines, et au sud, le désert du Sahara, qui représente 40% de la surface du pays. Il faut que j'aborde l'un des plus grands défis de la Tunisie, son climat. C'est simple, les températures peuvent être brûlantes. Le record mesuré en Tunisie est de 50,3 degrés. Mais à Kébéli, les températures auraient atteint 55 degrés en 1931. C'est seulement 1,7 degré de moins que le record mondial. Ce chiffre n'est pas reconnu, car il n'a pas été mesuré avec des instruments aux normes internationales. Mais il est resté gravé dans les mémoires. Au nord, le climat est méditerranéen, été chaud et sec, hiver frais et humide. On peut dire qu'il est semblable à celui de Nice, mais en un peu plus chaud. Par contre, attention à ne pas vous tromper d'avion. Plus on descend vers le sud, plus l'histoire change. On entre dans le désert du Sahara. Et là, tout devient aride. Le climat est tout simplement saharien, été comme hiver. C'est là que se forme un vent bien connu d'Afrique du Nord, le sirocco. Les Tunisiens l'appellent Chili ou Chebili. C'est lui qui transporte régulièrement du sable du Sahara au-dessus de toute la Méditerranée avant de le déposer en Europe, couvrant parfois la neige des montagnes, la mer ou même les voitures d'une fine pellicule rouge. Rien ne peut survivre dans ce désert. C'est ce qu'on pense quand on y est, sauf que c'est tout l'inverse. La vie trouve toujours son chemin et les hommes ont appris à se protéger de la chaleur, que ce soit les Berbères d'hier ou les Tunisiens d'aujourd'hui. Je suis Mohamed Edi Rassaoui, un citoyen venu de Tozeur, d'origine Tozeur. Bon, chez nous ici, c'est vrai que c'est dur l'été ici, de passer l'été ici. La plupart des citoyens de Tozeur, ils prennent leurs vacances pendant l'été
pour aller vers à côté de la plage, c'est-à-dire vers Monastir, Hammamet, Djerba et tout. Pour les simples ouvriers, on était obligé de démarrer, c'est-à-dire le travail très tôt le matin. Comme ça, ils ont le temps pour faire leur sieste. À partir de 18h, vous trouvez le monde, ça commence à bouger dans la ville et tout là. On est chanceux que la chaleur, la température élevée ici, elle est sèche. Alors juste pour conclure, moi par exemple, je suis pas du tout... Ça marche pas avec nous là. Top. Ouais, d'accord. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'avant tout la couleur. Deuxièmement, tu n'es pas protégé contre le soleil. Ok, donc je risque d'avoir doublement plus chaud que toi, comme tu es actuellement. Ouais. Ok, donc c'est des conseils à prendre en compte tout ça. Sans qu'on ne s'en rende compte, le désert grouille d'espèces hors du commun. Gazelles, fennecs, vipères à cornes, chacals et bien sûr les dromadaires. La Tunisie l'a bien compris. Depuis 1977, elle a instauré de grands parcs nationaux pour protéger cette biodiversité exceptionnelle. On compte aujourd'hui 17 parcs et 27 réserves naturelles. Mais ce n'est pas tout. L'ONU a classé plus de 42 sites en Ramsar, des zones humides d'importance internationale pour la biodiversité. Elles couvrent plus de 844 000 hectares, soit l'équivalent de la superficie de Chypre. 3 d'entre elles sont un peu particulières. Sur la carte, elles apparaissent comme de vastes étendues d'eau. Mais quand on s'y rend... Tout est à sec, pas une seule goutte d'eau à l'horizon. Et pourtant, quand on regarde même les cartes physiques, on pourrait croire qu'il y a de l'eau. Regardez-moi ça. Je suis actuellement ici, je devrais être au milieu d'un lac. Mais en fait, ça c'est un shot. C'est une sorte de grand lac asséché et qui est recouvert de sel. Ouais, là, il y a du sel partout autour de moi. Mais je vous rassure, hein, de l'eau, il y en a quand même dans des nappes phréatiques qui sont parfois à juste 1 mètre de la surface. Et ces fameux shots, en fonction de la période de l'année, ils peuvent se remplir d'eau. L'eau, en général, va s'évaporer assez rapidement, puisqu'en réalité, il y a à peine 75 mm, 100 mm d'eau qui tombe chaque année dans cette partie-là de la Tunisie. À titre de comparaison, en Bretagne, c'est plus de 10 fois plus. Voilà, désolé pour les Bretons, c'est une balle perdue, c'est juste une comparaison. Donc vraiment, il n'y a pas beaucoup d'eau qui tombe, elle s'évapore assez rapidement. Et ça n'empêche qu'ici, auparavant, il y avait littéralement la mer. Voilà, donc c'est aussi pour ça que les shots sont des grandes cuvettes qui sont immensissime. Celle-ci a fait plus de 1000 km², c'est plus de 10 fois la superficie de Paris, toujours un titre de comparaison. Et ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que les shots ils sont hyper bas en altitude. D'ailleurs, je suis actuellement à l'endroit le plus bas de Tunisie, à moins 24 mètres par rapport au niveau de la mer. Bref, les shots, on peut en voir quelques-uns en Tunisie et c'est un phénomène hyper intéressant. Ça me fait un peu penser à la fameuse mer d'Aral dont je vous avais parlé en Ouzbékistan il y a quelques temps, un reportage qui avait fait plus d'1,5 million de vues. N'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse en cliquant juste là. C'est pas du tout la même destinée ni les mêmes raisons qui font que ces endroits sont asséchés, mais pour autant, il y a un petit lien. Le talon d'Achille de la Tunisie, c'est l'eau. Les zones arides représentent plus des 3/4 du pays. C'est énorme. En France, on parle d'à peine 1,4%. Certaines zones, comme les montagnes de Kroumiri, peuvent recevoir jusqu'à 1520 mm par an, ce qui est assez similaire à Bayonne en France, l'une des zones les plus pluvieuses du pays. Mais le problème, c'est que la saison des pluies est très variable en durée et en intensité selon les régions. Régulièrement, le pays fait face à des sécheresses qui durent plusieurs années. Sans surprise, on trouve très peu de cours d'eau permanents dans le pays. Le Medjerda est le seul fleuve permanent. Par contre, il y a de nombreux oued, des rivières qui ne coulent qu'après les pluies. Ils remplissent de grands réservoirs tels que Sidi Salem, Sidi El Barak ou Lac Mess. Mais ce n'est pas suffisant. La Tunisie dispose de 400 mètres cubes par an et par habitant, alors qu'il en faudrait 700 à 900 pour atteindre les niveaux recommandés. Beaucoup de la production d'eau repose sur des puits. On compte près de 50 000 puits profonds, dont 30 000 illégaux. Et ils pompent une eau qui ne se renouvelle pas, dans des réservoirs très profonds. Sans oublier que les canalisations du réseau public fuient, et pas qu'un peu. Entre 35 et 40% de l'eau est perdue. Pour combler son manque d'eau, la Tunisie mise aussi sur le dessalement. Les usines se multiplient dans les grandes villes comme Sfax, Sousse et Zaraat. Leur capacité de production est titanesque. À Zaraat, elle peut alimenter plus d'1 million de personnes. D'ici 2030, 1 litre sur 3 devrait être dessalé dans le pays. Mais ces solutions coûtent cher et consomment pas mal d'énergie. En 2024, pour limiter la surconsommation, le gouvernement a augmenté le prix de l'eau jusqu'à plus 16% pour ceux qui consomment le plus. Au milieu de cette aridité, il y a pourtant des oasis. Ces îlots de verdure dans le désert témoignent du savoir-faire ancestral des Tunisiens pour gérer l'eau. Ouais, on en compte plus de 120 dans le pays. D'ailleurs, je suis actuellement dans une oasis de montagne. Et une oasis, ça provient soit de sources d'eau, soit de nappes phréatiques. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait des millénaires que les Tunisiens
utilise ces oasis. C'est un cadeau du ciel, littéralement. Et c'est utile pour plein de choses, pour l'agriculture, pour la vie de façon générale. Là où on trouve de l'eau ici, on en fait quelque chose. À ce sujet, un Tunisien sur 10 dépend des oasis et un arbre sur 3 en Tunisie est irrigué via l'eau des oasis. Un arbre sur 3, encore une fois, c'est juste énorme. Ces fameuses oasis, elles sont aménagées par l'homme pour pouvoir en faire justement une irrigation pour les cultures par exemple. Là où il y a de l'eau, il y a aussi un abonnement sur YouTube. Ouais, c'est prouvé depuis peu. Vous abonner sur cette chaîne est totalement gratuit, ça vous coûte rien et ça vous permettra de suivre mes aventures en Tunisie comme ailleurs, donc n'hésitez pas à le faire. Pour maîtriser aussi bien l'eau au milieu du désert, les Tunisiens s'appuient sur des techniques peaufinées par plusieurs civilisations. Elles ont posé les bases de la Tunisie. Occupée pendant des millénaires par des tribus nomades et berbères, la région voit naître une cité fondatrice de son histoire au 9e siècle avant Jésus-Christ, Carthage. Sa population atteint rapidement plusieurs centaines de milliers d'habitants et elle devient la première puissance marchande de Méditerranée, dominant à son apogée une grande partie du pourtour méditerranéen. Un homme va marquer l'histoire de cette ville, Hannibal. Son nom résonne encore aujourd'hui parce qu'il réussit l'exploit de tenir tête aux Romains. Il ira même jusqu'à traverser les Alpes avec ses éléphants pour essayer de détruire Rome. Mais au final, l'Empire romain finit par l'emporter et Carthage est détruite. Au Moyen-Âge, les conquêtes arabes s'étendent à l'ouest du pays. Kérouan devient un centre religieux majeur avec sa grande mosquée. L'arabisation et l'islamisation marquent durablement l'identité tunisienne. Le royaume de Tunisie prend progressivement son indépendance sous la dynastie Hafsaïd. À cette période, un fruit bien particulier va prendre une autre dimension, la date. Elle est cultivée depuis des millénaires dans la région, mais le Coran lui donne une place particulière dans ses textes. C'est le premier aliment recommandé pour rompre le jeûne du Ramadan. Ici, c'est bien plus qu'un fruit. Vous savez, la date, ça a été même citée dans le Coran, le palmier dattier. Et puis le palmier dattier, bien sûr, c'est une source de vie pour les Tunisiens, surtout du Sud. Et ça a une grande importance dans notre alimentation. Et vous savez, comme j'ai dit, avec les dattes, elles sont transformées. On fabrique plein de choses, beaucoup de produits, y compris des produits cosmétiques, de l'huile cosmétique. Ben, vous savez, avec le noyau de la date, transforme en confiture, en gelée, en gâteau. On fait des gâteaux avec les dattes. Donc ça contribue beaucoup à l'économie de notre région. Pour plaisanter, on dit que Deglet Nour, c'est le Viagra naturel. C'est pour plaisanter. C'est très nutritif en fait, c'est très important, ça nourrit beaucoup. C'est une date très riche en calories. Et dans le temps, quand il n'y avait pas beaucoup à manger dans la région, on se nourrissait des dattes. Voilà, c'était notre source de vie principale dans la région. Au XVIe siècle, un nouveau géant arrive, l'Empire ottoman. Très intéressé par le contrôle du détroit de Sicile, il envahit la Tunisie à cette période. Entre le XVIIIe et le XIXe siècle, la régence est quasi indépendante, avec les frontières que l'on connaît aujourd'hui. Puis une autre puissance étrangère entre en jeu. Ce coup-ci, ce sont les Européens. D'abord un trio Royaume-Uni, Italie et France. Finalement, c'est la France, notamment sous l'impulsion de Jules Ferry, qui intervient dans le pays. Le pouvoir est soumis et les révoltes réprimées par la force. Progressivement, des Français prennent place à tous les étages de l'administration. C'est la mise en place du protectorat. Au total, le protectorat dure 75 ans. Le pays obtient son indépendance en 1956 et la République tunisienne est proclamée en 1957. La Tunisie se construit comme un État solide grâce ou à cause de deux hommes très ambivalents, Habib Bourguiba et Ben Ali. D'un côté, ils mènent de profondes réformes libérales, protègent les droits des femmes et mènent une politique étrangère ouverte. Mais le revers de la médaille cache deux despotes qui n'hésitent pas à réprimer toute voix qui s'élève contre eux. En 2010, les Tunisiens n'en peuvent plus. Ils se révoltent pour faire tomber les gouvernements en place depuis des décennies. Face au chômage, à la vie chère, à la corruption, le mouvement s'étend à tous les pays de la zone. C'est le début du printemps arabe. Il débouche sur la fuite précipitée de Ben Ali et de la Tunisie que l'on connaît aujourd'hui, avec une nouvelle constitution en 2014. Mais le défi est de taille pour les nouveaux gouvernements. Il faut arriver à composer avec une classe politique morcelée et surtout une instabilité économique. Le PIB tunisien est de 53,4 milliards de dollars. Quand on compare le PIB par habitant à ses voisins, le pays est en bonne posture. L'économie repose sur plusieurs piliers, l'industrie, le tourisme et l'agriculture. Cette dernière est le savoir-faire le plus ancien du pays et l'un des secteurs qui emploie le plus de Tunisiens, avec 20% des emplois. Bien sûr, la spécialité tunisienne, c'est la production d'olives et de son huile. On dénombre plus de 147 000 exploitations et 40% de la surface agricole est dédiée aux oliviers. En 2024, la Tunisie était le 3e producteur d'huile d'olive derrière l'Espagne, au coude à coude avec la Turquie.
Une fierté et une passion, d'autant que le pays est aussi le deuxième exportateur mondial de dattes. Le tourisme est également en pleine expansion. Le nombre de visiteurs devrait atteindre un nouveau record en 2025, avec plus de 11 millions de touristes étrangers attendus. Avec ses 9 sites inscrits à l'UNESCO, ses plages et sa proximité avec l'Europe, la Tunisie a de quoi séduire. Le pays compte aussi 9 aéroports internationaux. Tunis-Carthage est la porte d'entrée principale, avec un quart des 20 millions de voyageurs annuels. Malheureusement, le tourisme de masse représente encore 7 touristes sur 10 et 90% des capacités hôtelières se concentrent sur le littoral. On pourrait croire que c'est une bonne chose de se spécialiser. Mais en réalité, je suis tombé sur un rapport qui date de 2021 et que je trouve hyper intéressant. Le premier point, c'est que la concentration de tourisme dans certaines zones, dans certaines villes, certaines régions précises, par exemple de la Tunisie comme Djerba, ça entraîne une vraie dépendance d'un point de vue PIB, activité économique, etc., etc. Ça, on peut se dire cool, évidemment, c'est toujours bien d'avoir une activité économique, notamment par rapport au tourisme. Sinon, je ne ferais pas ce métier, notamment, vous en doutez. Mais en réalité, quand il y a trop de dépendance, c'est pas bon non plus. Parce que typiquement, quand il y a eu la révolution tunisienne dans les années 2010, il y a eu une grosse chute du nombre de touristes. Et malheureusement, les premières villes qui ont été impactées le plus fortement, c'est évidemment celles qui avaient trop misé sur le tourisme. Donc quand tu fais que des hôtels all-inclusive sur la côte, par exemple, évidemment, la côte va se retrouver désertée et doublement impactée puisque l'immense majorité de son PIB était liée uniquement au tourisme. Mais le principal problème, selon moi, du all-inclusive, c'est qu'en réalité, l'argent du all-inclusive ne revient pas vraiment, ou en tout cas pas autant qu'espéré dans les caisses du pays. Parce que les réservations vont se faire à l'étranger, vont revenir à des organismes étrangers, et donc le pays en question, en l'occurrence ici la Tunisie, ne récupérera qu'une petite partie de ce fameux argent des packages all-inclusive. Ajoutez à ça par exemple la fuite des devises, donc quand tu payes directement dans un immense groupe hôtelier américain, tout lui revient aussi directement. Ça fait que, mine de rien, quand on fait du all-inclusive, on n'a pas un si bon impact positif sur la destination où on va. Je trouvais ça important quand même de vous partager quelques petits chiffres, quelques retours que j'ai pu découvrir via cette étude. Et je vous invite à vous renseigner là-dessus. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, je mets le lien en description. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on continue l'aventure. Le plus gros contributeur au PIB reste l'industrie, environ un tiers. Elle emploie près de 20% des actifs. La Tunisie produit des composants pour les constructeurs européens, profitant de sa proximité géographique et de ses accords commerciaux avec l'Union européenne. Le textile est également très important pour l'industrie tunisienne. Le secteur exporte la quasi-totalité de sa production. Enfin, la Tunisie dispose de la 4e réserve mondiale de phosphate, utilisée dans les engrais. Une ressource qu'elle a du mal à exploiter, alors même que par le passé, elle était première productrice mondiale. Et presque toutes les exportations passent par la mer. Le port de Radès concentre 80% du trafic de conteneurs du pays et 20% du trafic global. La Goulette demeure la porte d'entrée principale pour les passagers maritimes et les croisières. Côté énergie, la Tunisie n'a pas de grandes réserves pétrolières contrairement à ses voisins algériens et libyens. Elle importe même du gaz naturel d'Algérie. Mais cette faiblesse devient une force avec la transition énergétique. En moyenne, le soleil brille 3400 heures par an à Tunis. C'est 700 heures de plus qu'à Nice. Le potentiel solaire est énorme, mais aujourd'hui seulement 5% d'électricité vient du renouvelable. L'ambition gouvernementale est claire, atteindre 30% d'électricité renouvelable d'ici 2030. Des parcs solaires de 500 MW sont construction à Kérouan, Sidi Bouzid et Tozeur, avec l'objectif d'ajouter 1700 MW supplémentaires d'ici 2027. C'est plus que la puissance prévue du réacteur EPR de la centrale de Flamanville en France. Et voici le projet phare, El Med. Cette interconnexion électrique sous-marine de 600 MW va relier la Tunisie à la Sicile, via un câble de 220 km. Elle permettra au pays d'exporter vers l'Europe l'électricité verte qu'il produira. Une révolution géopolitique. D'importatrice d'énergie, la Tunisie pourrait devenir exportatrice d'électricité propre vers l'Europe. Peut-être que ces projets parviendront à donner un second souffle à l'économie tunisienne. Si la Tunisie est un pays qui vous intéresse, sachez que j'ai fait une autre vidéo avec Samir, un local qui m'a partagé sa Tunisie à lui. C'est hyper intéressant. Cliquez juste là afin de la regarder. Et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. C'est gratuit et ça motive à continuer. Peace!